Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Europe, les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Dogré et ses invités. Europe, les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? Pour nous répondre, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de l'A3. Nous sommes en direct sur l'A3 pour 90 minutes d'émission, bien sûr en votre compagnie Amoureux du sport, et je serai accompagné de Noël Boli. Nono, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Très bien, merci beaucoup. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. D'accord. Et Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive et ça commence maintenant. LGT News. Débutons les news avec l'Afrobasket féminin 2025. Les éléphantes visent une place sur le podium. Le tirage au sort de la 29e édition de l'Afrobasket féminin 2025 a eu lieu hier. La Côte d'Ivoire, pays hôte, évoluera bien évidemment dans le groupe A en compagnie de l'Égypte et de l'Angola. Les éléphantes basketteuses 9e au ranking Afrique ont un défi à relever à cette compétition, à savoir batailler pour terminer sur l'une des marches du podium. Une mission à laquelle s'attelle la Fédération ivoirienne de basketball, déterminée à déployer les moyens pour arriver à ses fins. Le compte à rebours est lancé à quelques mois de l'Afrobasket féminin 2025, prévu du 25 juillet au 3 août prochain. Les autres poules sont constituées ainsi. Le Mali, le Cameroun et le Sud-Soudan s'expliqueront dans le groupe B, tandis que le Sénégal, l'Ouganda et la Guinée vont en découdre dans le groupe C. Le Nigeria favori aura en face de lui le Mozambique et le Rwanda dans le groupe D. Ouvrons à présent le chapitre football. Un nouveau partenaire pour la FIF. La Fédération ivoirienne de football a un nouveau partenaire. Il s'agit du Rotary International. Les deux parties ont scellé leur union hier mercredi à travers la signature d'une convention de partenariat visant à promouvoir la paix par le sport en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une cérémonie au siège de la FIF, sise à Treichville. Cette convention, d'une durée d'un an renouvelable, conclue entre le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, et le gouverneur du district du Rotary, Aboubacar, vise entre autres à favoriser l'entente, la tolérance entre les hommes à travers le sport, mais aussi à sensibiliser les jeunes aux valeurs de paix, de respect mutuel et d'inclusion sociale. En tout cas, les nouveaux partenaires n'ont pas caché leur joie de faire chemin ensemble. Nous sommes très heureux et honorés de vous avoir dans notre maison aujourd'hui, maison baptisée Maison de Verre. Et nous sommes convaincus, comme l'a si bien dit Abou, que le partenariat que nous allons signer, qui d'ailleurs est totalement innovant, parce que ça n'a jamais existé auparavant, mais qui est logique, vu les secteurs dans lesquels nous évoluons, qui sont des secteurs connexes, et qui vont, je dirais, dans la même direction. Je suis convaincu que nous ferons des choses très intéressantes et que ce partenariat-là sera le départ d'une concertation et d'action commune, régulière, au-delà même du mandat d'Abou, et pour le bien de nos deux institutions. Que cette collaboration soit le début d'un long et beau chemin, que le sport devienne un pilier de notre engagement rotarien pour l'année de service 2025-2026 et qu'ensemble, nous fassions rayonner une Afrique forte, unie et fraternelle. Je vous remercie. Futsal féminin, 16 équipes attendues à la 3e édition de Mousso Foot.
Les organisateurs de Mousso Foot ont procédé au lancement officiel de leur tournoi, dont la 3e édition est prévue du 4 au 27 juillet prochain. C'était au cours d'une conférence de presse tenue au CSTKO en présence de son directeur général Patrick Remarque, de l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Dominique Favre et du promoteur Ouattara Lakoun, entouré pour la circonstance par la présidente du comité d'organisation, Marie-Thérèse Quadio. Ce sont 16 équipes au total qui prendront part à cette édition de Mousso Foot 2025. Contrairement à l'an dernier où c'était le petit poteau, cette année, les filles de 16 ans et plus s'affronteront au futsal. Une manière pour les organisateurs de promouvoir cette discipline au niveau des dames. Cette 3e édition se déroulera autour d'un thème Fair Play, paix et unité pour les élections apaisées. Histoire de passer par le truchement du football pour véhiculer un message de cohésion sociale. Bref, le temps est donné et la bataille pour remporter la cagnotte de 2 millions est lancée. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Coupe nationale, 8e de finale, la SEC éliminée par le FC San Pedro. L'aventure de l'ASEC Mimosa en Coupe nationale s'est arrêtée au stade des 8e de finale. En effet, l'équipe jaune et noire a été sortie par le FC San Pedro cet après-midi sur le score de 1-0. Les Pétruciens avancent en quart de finale et vont retrouver CO Korogo. La SEC n'a plus que le championnat pour sauver sa saison désormais. Voilà. Allez, Roger Stéphane, on commence à... Bon, j'ai eu le sourire sur l'information sur la SEC parce qu'il y a quelques jours, j'annonçais que la saison de la SEC était un échec. Bon, on y reviendra sûrement un peu plus tard avec mon voisin d'à côté qui soutenait le contraire. Donc, ce résultat me conforte, mais on en parlera très, très bientôt. Oui, le retour de Wildner, le boxeur, l'ancien champion du monde des poids lourds, qui avait annoncé sa retraite et qui donc a retrouvé son camp d'entraînement pour préparer un combat prévu le 27 juin prochain. Son adversaire est largement à sa portée, Tyrell Anthony. Il est 289e mondial. Wildner, lui, il a dégringolé également, il est 36e mondial. Bon, c'est un combat pour renouer un peu avec les gants. Tout le monde annonce un KO, c'est possible même parce que Wildner est un spécialiste du KO, il en a fait beaucoup durant sa carrière, mais aussi pour voir son attitude et son moral en ce moment. Parce que quand même, sur ces 2 derniers combats, il a été battu sèchement. Il prend un KO au 5e round face au Chinois Zhang, ensuite un KO un peu humiliant d'ailleurs, avec une faute d'amateur. Ensuite, il est battu par Parker, le néo-zélandais, au point à l'unanimité des juges. Il a pris sa retraite. À l'époque, il avait annoncé des problèmes personnels, il a perdu confiance en lui, etc. etc. Est-ce que là, on a retrouvé, ou alors on va retrouver le grand Wildner? On attend de voir, le combat c'est très très bientôt. Mais je pense qu'en ligne de mire, c'est un combat face à Anthony Joshua, le champion britannique, qui lui également a perdu sa ceinture de poids lourd champion du monde. Donc on attend de voir comment est-ce que Wildner va négocier ce retour. Il a été un très très grand champion. C'est l'un des plus grands frappeurs de l'histoire de la boxe. En termes de punch, on le met dans la catégorie de George Foreman, de Mike Tyson. Mais depuis quelques années, il n'est que l'homme de lui-même. Avec les 2 défaites humiliantes que j'ai évoquées tout à l'heure. Maintenant, son retour, c'est très bientôt. Est-ce qu'on va retrouver le Wildner puissant, costaud, très très habile? Est-ce que ça va être le Wildner qui a été très mauvais ces derniers combats? Wait and see, comme disent les Anglais. Mais après, on verra surtout un superbe combat face à Anthony Joshua qui va compter beaucoup plus pour du gala. Parce que c'est 2 anciens champions du monde, mais un combat que tout le monde a envie de voir parce que Joshua et Wildner sont des sacrés pêcheurs. Mais ça, c'est un peu plus tard. Très bien. Un coup dur pour le Real Madrid, Noël. Oui, avec Eduardo Camavinga qui malheureusement s'est blessé hier lors du match contre les Ganes. Il faut savoir que la blessure, c'est une rupture complète du tendon de l'adducteur. Voilà. C'est-à-dire qu'en général, ce genre de blessure, on va chercher dans les 3 mois. C'est-à-dire que sa saison est quasiment terminée. Et puis là, malheureusement, il se blesse. Bon, on espère que l'année prochaine, il va revenir plus fort. Parce que là, c'est 3 mois. Donc, c'est-à-dire que sa saison, malheureusement, est grillée. Il ne sera pas présent et en finale en Coupe du Roi contre le Barça. Et pendant les matchs de Coupe du Monde, bon, il aura le temps de bien se reposer, de bien se soigner. Et j'espère qu'il reviendra très fort l'année prochaine parce que le club du Real compte énormément sur lui. Pour Eduardo. Fin de saison pour Eduardo, parce que 3 mois, ça nous ramène vers le mois de juillet. Quoi. Exactement, donc fin de saison. C'est bien dommage pour le Real Madrid. L'actualité, oui, hier a eu lieu le tirage au sort pour l'Afrobasket féminin 2025.
Oui, grand événement à venir sur le sol ivoirien à partir de juillet de cette année. L'Afro-Basket féminin, la Côte d'Ivoire accueille le gratin du basketball féminin chez elle. Après la Coupe d'Afrique des Nations, savamment organisée par la Fédération ivoirienne de football, la Fédération ivoirienne de basketball a réussi l'un de ses premiers paris, un tirage au sort très bien orchestré hier du côté du plateau, devant un parterre de grandes personnalités. Et ce tirage au sort a permis donc de savoir avec quelle formation la Côte d'Ivoire va évoluer déjà dans la phase du groupe. La Côte d'Ivoire sera aux prises à l'Égypte et à l'Angola. Disons déjà 2 gros morceaux. La Côte d'Ivoire a pour objectif dans cette compétition d'aller chercher une médaille, puisqu'elle n'est jamais apparue sur un podium. Ouais. Et l'objectif minimum qui était assigné à l'entraîneur Stéphane Leit et à son adjointe Christiane Garsané, c'est de permettre à nos jeunes filles de pouvoir, une fois au moins dans l'histoire du basketball féminin, se hisser au niveau au moins des demi-finales. Et il faut dire que depuis maintenant pratiquement 1 an, ce duo est en train de travailler pour faire venir sous le drapeau ivoirien les meilleures joueuses ivoiriennes qui évoluent surtout à l'étranger. Parce qu'il faut dire que pendant de nombreuses années, le basketball féminin avait été un peu le parent pauvre de cette discipline. Beaucoup d'efforts étaient axés sur le basketball masculin, mais depuis l'arrivée du président Moussa Diarra, il a effectué plusieurs tournées. Il a discuté avec notamment Kariata, qui est, je dirais, la meilleure basketteuse ivoirienne à l'heure actuelle, qui avait eu un souci avec l'équipe nationale et qui avait décidé de ne plus venir. Là, elle en pour parler avec le président de la Fédération de basketball et les responsables fédéraux pour revenir au niveau de l'équipe nationale. Et donc, déjà, on a pu s'en rendre compte avec la finale de la Coupe nationale, la belle prestation de la MVP Sarah Berthet. C'est dire qu'il y a beaucoup de choses à faire concernant cette équipe de Côte d'Ivoire et on va serrer les doigts pour que déjà en juillet, nos filles puissent réaliser un très bon parcours. D'accord. Et assez rapidement, une poule abordable pour les éléphantes? Disons simplement qu'au vu des forces qui se présentent à elles, elles ont la possibilité de sortir. Parce que c'est vrai que quand on annonce l'Angola, beaucoup de personnes ont un peu peur, mais il faut le dire, les Angolaises ne sont plus le foudre de guerre qu'elles étaient dans le passé. Et l'Égypte est une équipe normale, je ne vais pas dire moyenne, mais normale du basketball. Donc la Côte d'Ivoire est dans une poule, on ne dira pas à sa portée, mais dans une poule où nos filles peuvent quand même réaliser de très belles choses. La poule, par contre, je dirais la plus difficile, c'est la poule B, où il y a le Mali, le Cameroun avec le Sud-Soudan. Il faut dire que les Sud-Soudanaises, c'est la grosse attraction de cette compétition. Les archives favorites habituelles, c'était les Nigérianes qui viennent pour la plupart des États-Unis. Mais cette fois-ci, on aura les Sud-Soudanaises qui, elles, en tout cas, ont fait un bond comme les hommes et elles seront très attendues sur les bords de la Guinée. D'accord. En tout cas, l'Afro-Basket féminin 2025 qui aura lieu, donc, Jean-Philippe? Durant le mois de juillet, fin juillet, début août. Fin juillet, début août. Bonne chance, donc, à nos éléphantes basketteuses. Voilà. On marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. On passe au focus de ce soir. Et on parlera tennis. Justement, la Côte d'Ivoire vibre au rythme du tennis depuis le 14 avril dernier. Et pour cause, elle accueille à Abidjan le tournoi ATP Challenger Tour, une compétition qui bat d'ailleurs son plein en attendant l'apothéose prévue le 27 avril prochain. Nous recevons sur notre plateau le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de tennis. Il s'agit de Maître Arthur Madi pour en parler. Nous le recevons donc sur le plateau de la Grande Team. On vous laisse vous installer confortablement. Avec vous, on parlera donc de cette compétition, le tournoi ATP Challenger Tour, qu'accueille bien sûr la ville d'Abidjan. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, très heureux d'être avec vous. Je vous en prie. Alors, c'est quoi exactement l'ATP Challenger Tour? Alors, l'ATP Challenger Tour est un tournoi de tennis professionnel. C'est-à-dire que c'est une compétition qui regroupe des joueurs de tennis professionnels, masculins uniquement. Masculin uniquement? Uniquement, oui. D'accord, très bien. Bon, nous apprenons déjà que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain de l'Afrique de l'Ouest à organiser cette compétition. Exactement. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain de l'Afrique de l'Ouest. Et il faut signaler qu'en Afrique, les pays qui ont déjà organisé l'ATP Challenger Tour, il y a le Congo-Brazzaville et le Rwanda.
c'est-à-dire en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, donc la Côte d'Ivoire est le premier pays effectivement en Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce que notre pays gagne justement en accueillant ce tournoi? Madame, vous le savez, hein, le sport est un vecteur de rassemblement, est un vecteur de rayonnement pour une nation comme la Côte d'Ivoire. Oui. Vous voyez aujourd'hui dans ce tournoi, on a eu auprès d'une cinquantaine de nationalités qui sont présentes en Côte d'Ivoire. C'est dire que la Côte d'Ivoire est une destination prisée grâce à cette compétition. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert hospitalier et ouvert sur le monde extérieur, surtout sur le monde entier. Parce que vous avez des joueurs qui viennent des 4 coins du monde entier, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique du Sud, et même, par exemple, des pays comme la Lituanie, la Géorgie. Nous avons des joueurs qui viennent de tous ces pays. Admettons un seul instant que, par exemple, les parents de ces joueurs en Lituanie entendent que l'un de leurs frères ou sœurs est joueur de tennis professionnel, va en Côte d'Ivoire pour justement participer à cette compétition. C'est le rayonnement de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est connue à travers le monde entier. Et donc ce tournoi participe à ce que la Côte d'Ivoire puisse vraiment être une vitrine du sport en général dans le monde. Très bien. Et puis on parle de 300 meilleurs tennisman au monde, hein, justement, qui se retrouvent ici. Comment vous arrivez déjà à planifier? Oui, nous avons l'habitude. La Fédération ivoirienne de tennis a déjà organisé des compétitions internationales, notamment les futures. Et aujourd'hui, nous montons d'un cran avec le président de la Fédération ivoirienne de tennis, Maître Koyo Silver, et nous savons organiser ce genre de compétition. Il faut dire que pour organiser un ATP Challenger Tour, vous devez respecter un cahier des charges qui est très strict, qui est imposé par la Fédération, non pas par la Fédération ivoirienne, la Fédération internationale, mais plutôt par l'association de tennis professionnel. Et à ce niveau, les conditions qui nous sont imposées sont très strictes. Et c'est vrai, nous avons eu beaucoup de mal à atteindre, beaucoup de mal à réunir ces critères, mais nous y sommes parvenus. La Fédération ivoirienne de tennis a pu réunir ces critères. Je vous donne par exemple un exemple. Nous devrions en principe recevoir tous les athlètes et les loger. Nous l'avons fait. Nous savons le faire et ils sont très bien logés et ils en témoigneront. Nous devrions avoir des cours qui respectent les normes internationales. C'est ce qui est fait. Vous prenez aujourd'hui le cours central Keidan de l'Hôtel d'Ivoire. Il est formidable, vous le voyez sur vos images, mais c'est parce que nous avons dû remettre à niveau ces cours pour qu'ils puissent respecter les normes qui nous ont été imposées par l'ATP. Donc nous savons le faire, nous le faisons très bien. Très bien. Vous suivez votre émission La Grande Team, nous sommes en direct, nous sommes au niveau du focus et nous parlons tennis. Justement, nous avons un invité, il s'agit du secrétaire général de la Fédération ivoirienne de tennis, Maître Arthur Madi, et Jean-Philippe a une question pour lui. Bonsoir Maître. Rebonsoir donc. Bonsoir Jean-Philippe. Maître, pour cette compétition, qui est l'ATP Challenger Tour, la Côte d'Ivoire a signé pour combien d'années? Nous allons signé pour toutes les années. C'est-à-dire que cette édition, c'est la première édition que nous organisons en Côte d'Ivoire. Et la deuxième édition se fera l'année prochaine. Donc chaque année, nous allons organiser l'ATP Challenger Tour. Donc la Fédération ivoirienne de tennis et le président se sont donc donnés pour mission d'organiser cette compétition chaque année en Côte d'Ivoire. En termes d'accompagnement, j'ai vu que quand même il y a quelques sponsors. Au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, vu que c'est une grande compétition qui contribue au rayonnement de notre pays, quel est l'accompagnement dont vous avez pu bénéficier de la part des autorités étatiques de la Côte d'Ivoire? Les autorités étatiques de la Côte d'Ivoire, effectivement, soutiennent véritablement la Fédération ivoirienne de tennis dans l'organisation de cette compétition, matériellement, financièrement et physiquement, parce que l'État est aux côtés. Et cette compétition se tient sous le parrainage du directeur de cabinet de M. le Président de la République, sous la présidence de M. le ministre des Sports, et même plus haut, sous le haut patronage de M. le Premier ministre. Donc c'est pour vous dire que moralement, l'État de Côte d'Ivoire est avec la Fédération ivoirienne de tennis. Financièrement, oui, parce que la Côte d'Ivoire a mis à notre disposition les infrastructures de l'Hôtel d'Ivoire qui sont des infrastructures qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Et ensuite, physiquement, parce qu'à toutes les étapes de cette compétition, il y a un représentant de l'État de Côte d'Ivoire, notamment du ministre des Sports. Et le ministre des Sports nous a fait l'honneur de venir hier nous visiter
lui-même en personne. Il était accompagné par le président de la Fédération ivoirienne de tennis, Maître Koyo, et il était vraiment heureux de voir que cette compétition se déroulait vraiment dans des conditions de normes internationales requises. Très bien. Non, moi, je voulais vous féliciter, hein, bravo, parce que je sens que le tennis ivoirien renaît. Ce que j'ai vu, c'est vraiment magnifique. Deux questions. La plupart des Open portent les noms, parce que l'ATP Tour, c'est la deuxième partie de l'Open de Côte d'Ivoire. Donc, la plupart des Open portent les noms des grandes capitales mondiales. Là, c'est Open Côte d'Ivoire 1. Deuxièmement, les Open ont de la valeur qu'avec la présence de grands athlètes. Là, on a eu Benoît Paire. Est-ce que pour les années à venir, on aura les grandes signatures du tennis mondial? La Fédération ivoirienne de tennis a voulu donner à ce Challenge Tour une connotation nationale. Bravo. C'est pour cela que nous l'avons appelé Côte d'Ivoire Open. Pour que, au-delà même des Abidjanais, toute la population vivant en Côte d'Ivoire, dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, se sente concernée par l'organisation de ce tournoi. Que vous soyez à Daloa, que vous soyez à Abidjan, que vous soyez à Grand Bassam, lorsqu'on vous dit Côte d'Ivoire Open, cela doit pouvoir vous interpeller, c'est ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, ce ne sont pas seulement que les Abidjanais qui sont intéressés par cette compétition, c'est toute la Côte d'Ivoire qui nous regarde. Et grâce aussi à votre chaîne, à votre émission, nous exportons au-delà des frontières d'Abidjan cette compétition et c'est très important. De la Côte d'Ivoire. Les plus grands champions à venir, sur les éditions à venir. Oui, cette année, nous avons eu la présence de Benoît Paire. Benoît Paire, c'est ça. Nous connaissons tous Benoît Paire pour ses grandes performances dans le tennis mondial. Il était 16e mondial. Aujourd'hui, il est sur ce tournoi. C'est vrai, il est à un rang un peu plus bas, mais il est venu et c'est une grande figure. Nous entendons inviter de grandes figures pour les années à venir, mais c'est une surprise. Nous la conservons pour les années à venir. Et comment vous jugez la compétition dans son ensemble? La compétition est de très bon niveau. Nous avons des joueurs de haut niveau qui ont un classement ATP honorable, des joueurs qui sont 200e mondial, qui sont 300e mondial. Notre héros national, Eliakim Koulibaly, est 324e mondial. Il est sûr que après cette compétition, il va améliorer son rang parce que je vous dis aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre numéro 1 ivoirien va en quart de finale. Il jouera les quarts de finale de cette compétition et c'est très important. Il est en train de jouer les doubles en ce moment. En ce moment, oui. D'accord. Très bien. Est-ce que donc vous êtes confiant pour lui et Eliakim Koulibaly, notre numéro 1? Oui, nous sommes confiants pour lui et nous appelons tout le monde, la presse, la population ivoirienne, à venir massivement occuper les gradins de Centrale Keidan demain pour pousser très loin à midi notre héros qui, nous l'espérons, atteindra la finale de ce tournoi. Oui, Noël Boli, vous avez en fait, je voulais simplement poser la question de savoir combien il y a eu d'Ivoiriens qui étaient engagés dans ce tournoi. Hormis Eliakim Koulibaly, il y a eu 2 Ivoiriens, Kwame Miko et Bationo Abdelaziz. Malheureusement, nos 2 joueurs ne sont pas encore classés ATP, mais cela ne va pas tarder. Je pense que nous sommes en train de les pousser. Pardon, rapidement, ça veut dire que si on arrive en finale où on est très bien placé, il y a possibilité qu'on gratte au niveau des points, au niveau des classements ATP? Oui. Là, ce tournoi, c'est un ATP 50, donc il est fait pour engranger 50 points dans le classement ATP. Ce n'est pas rien, c'est très important. En dehors des prize money, c'est-à-dire des récompenses en numéraire, c'est très important pour un joueur de ce niveau de participer à ce tournoi. Et la dernière question pour Jean-Philippe. Merci à Marie-Christine. C'est une compétition qui a appelé à grandir. Et moi, je vois le cours qui a été remis à 9, mais je vois que c'est un cours qui n'a pas une très grande capacité. Est-ce qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire qui accompagne la Fédération de tennis, dans les années à venir, il y a un projet de construire un plus grand cours pour accueillir les grandes compétitions internationales de tennis? Effectivement, l'ambition de la Fédération ivoirienne de tennis, c'est de créer une académie de tennis. Non seulement pour permettre aux joueurs professionnels d'évoluer sur les cours que nous allons avoir dans le cadre de compétitions similaires, mais ensuite pour former nous-mêmes de grands champions. Donc évidemment, pour une académie, il faut une infrastructure beaucoup plus importante que l'Hôtel Ivoire et nous ambitionnons donc de faire cela, mais avec l'aide de l'État de Côte d'Ivoire qui est résolument engagé à nous aider
dans ce sens. Maître Arthur Madi, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de tennis, un mot de fin avant de vous quitter. Alors, je voudrais appeler tous les sportifs, tous nos amis sportifs, tous nos amis de la presse, tous ceux qui ne sont même pas sportifs, tous ceux qui aiment le sport en général et qui aussi veulent s'intéresser au tennis, à venir très nombreux pendant ces dernières phases finales de l'ATP Challenger Tour, à venir voir nos joueurs, à venir voir aussi les joueurs des autres nationalités. Et donc, nous commençons dès demain avec les quarts de finale, samedi avec les demi-finales et dimanche, ce sera l'apothéose, les finales et la remise des trophées. Et ce sera la fête. Donc, nous appelons tout le monde à venir nous rejoindre sur les coups du Sofitel Ivoire et surtout sur le cours central Keidan. Voilà, donc l'appel est donc lancé. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que nous sommes invités alors? Absolument, absolument. Vous serez aux premières loges d'ailleurs. Okay. Noël, Bandi. Bien saisi. Ok, merci beaucoup en tout cas, Maître Arthur Madi, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de tennis. On marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice-Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelez-moi, dis-moi de te clencher du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso Mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce boubou-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu ne peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous passons au carton de la semaine. C'est maintenant. Un principe très simple. Chaque membre de la team, justement, choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton rouge, sanction. Et le carton jaune, avertissement. Et avant d'avoir vos cartons, nous recevons sur ce plateau Martial Gorou. Martial Gorou qui nous rejoint. Voilà, assez rapidement et qui s'installe confortablement parce qu'il maîtrise déjà le plateau de la Grande Team. Oui, président, mon rendez-vous chaque jeudi. Chaque jeudi. Bonsoir à tous. Bonsoir, Martial Gorou. Comment vous allez? Oui, assez bien. D'accord, très bien. Martial, est-ce que vous êtes bien installé? Oui, je crois. D'accord, donc on commence avec votre carton. Ok, d'accord. Donc, je pense que je vais administrer un carton vert à M. Bassiriki Diabaté, qui est l'entraîneur de la sélection ivoirienne U17. Oui, parce que ce technicien ivoirien, avec sa vision, avec sa stratégie, basée sur un jeu fait de mouvement et une animation collective forte, a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour le mondial et ensuite d'occuper la 3e place de ce tournoi-là, continental, réservé aux joueurs de moins de 17 ans. Donc, il gagne aussi la médaille de bronze. Donc, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, nous tenons à le féliciter pour le travail remarquable accompli. Il faut rappeler que Bassiriki Diabaté, l'entraîneur des éléphants cadets, a été champion de Côte d'Ivoire en 2020 avec le Racing Club d'Abidjan. Il a également été l'adjoint en équipe de Côte d'Ivoire locale
avec M. Choualo et Aïdara. Donc je crois qu'il faut encourager. Malheureusement, depuis qu'il revient du Maroc avec sa médaille, je ne vois pas tellement les grands défenseurs des techniciens locaux. Ils sont restés muets. Donc je tenais vraiment à le féliciter. D'accord. En tout cas, carton vert pour Bassiriki. Jean-Philippe, le carton de Martial Goro vous convient? Bon, je ne vais pas m'appesantir sur Bassiriki. De toutes les façons, il a réalisé un très bon parcours. Ça, c'est indéniable. Exactement. Maintenant, pour le reste, je préfère me concentrer sur mon sujet. Bon, en tout cas, un très bon parcours. Et donc, carton vert décerné par Martial Goro au sélectionneur Bassiriki. Voilà. Jean-Philippe, votre carton, à vous. Eh bien, je vais rester dans la même mouvance au niveau du basketball. Après avoir parlé en début d'ouverture d'émission de l'Afro-Basket féminin, je vais parler maintenant de ce que la Fédération ivoirienne de basketball a réalisé le lundi de Pâques dernier. 2 magnifiques finales de la Coupe nationale 2025 qui ont mis aux prises chez les dames les formations de la Société omnisport de l'armée à FBA et chez les hommes la Société omnisport de l'armée à l'équipe de JCA. Il faut dire qu'on a assisté à 2 très belles finales avec des victoires de FBA et de la JCA. Et ce carton vert, c'est surtout pour l'organisation qui a été mise en place par la Fédération ivoirienne de basketball, une organisation saluée par toutes les personnes qui ont pu prendre part à cet événement. Organisation minutieuse, millimétrée, avec toutes les personnalités qui effectuent les déplacements qui ont été reçus véritablement selon, je dirais, des normes internationales. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra, a voulu faire de cet événement les prémices de ce qu'on devrait avoir lors de l'organisation du prochain Afro-Basket. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. On a une très belle mobilisation, une magnifique ambiance au sein du palais des sports de Treichville et une grande adversité entre les différentes formations. Et pour terminer, bien évidemment, cette année, il a rehaussé la cagnotte au niveau de cette compétition. Les vainqueurs de chaque finale sont repartis avec les sommes de 3 millions de francs CFA et les perdants sont repartis avec 1 million de francs CFA. Il faut noter qu'avant son accession à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball, les vainqueurs de cette compétition n'avaient que des trophées et pas de récompense financière. Et depuis son accession, toutes les compétitions organisées par la Fédération ivoirienne de football ont une récompense financière rehaussée bien évidemment à la hausse pour celles qui existaient. Et également des subventions ont été accordées aux clubs cette année, 5 millions par section, soit 10 millions pour les clubs mixtes. Donc voilà le travail qui est fait. Donc carton vert à la Fédération ivoirienne de basketball qui annonce encore des innovations pour l'année prochaine. D'accord, très bien. Le carton de Roger Stéphane. Non, je voulais adresser un carton vert de soutien au président Dia Mamadou, le président de l'Élysée de Sassandra, qui vient de livrer un gros match lors de la journée précédente face à la SEC Mimosa. L'Is a mené 2 fois, 1-0 et 2 buts à 1, score final 2-2. C'est un très bon résultat pour l'équipe de l'Is. L'Is est l'une des équipes mal classées de notre championnat qui a fait un bon résultat face à un prétendant sérieux au titre. Sur ce match-là, le président Dia avait demandé la délocalisation de ce match-là du côté donc, de Benjerville parce qu'à San Pedro, il y a quelques difficultés financières. Vous savez que les matchs à l'intérieur du pays coûtent au bas mot 1 million, 2 millions à chaque déplacement. Donc le président a souhaité que ce match-là soit délocalisé pour des raisons budgétaires. Ensuite, il faut savoir qu'en fin de club, les dirigeants des clubs, les caisses sont un peu essoufflées. Sans oublier que le pauvre président, il est en train de construire cette équipe de l'Is du côté de Sassandra et il est tout seul. Bon, finalement, sa délocalisation a marché parce que l'Is, qui est mal classé, a fait un très bon résultat face à la formation de la SEC Mimosa. Ça va faire beaucoup de bruit, j'en parle pour le soutenir, parce que l'Is, quand même, c'est l'équipe du peuple qui était appelée à l'époque l'équipe de candidat du peuple, qui malheureusement a été abandonnée et le président dit tout seul. Je voulais vraiment lui adresser ce carton pour l'encourager, mais à travers lui, tous les présidents des clubs de D3, de Ligue 2, de Ligue 1, qui se battent au quotidien avec passion, avec énergie, avec tout ce qu'ils ont pour pouvoir maintenir le football ivoirien à flot. Il faut les aider, il faut les accompagner. La fin de saison est extrêmement difficile. C'est dans une situation compliquée, mais j'espère que ce carton va lui faire un boom au cœur et lui permettre de continuer son travail sans se décourager. La tête de l'Is de Sassandra. Vraiment, carton vert au président Dia et à travers lui, carton vert à tous les présidents des clubs de Côte d'Ivoire. Très bien, il pleut des cartons verts ce soir. Oui, Noël Boli, alors... Ça, hein, les cartons verts. Enfin, je vais me démarquer un petit peu les cartons verts. Moi, je mets un carton jaune à l'Africa Sport d'Abidjan. Carton jaune à l'Africa Sport d'Abidjan, qui, le week-end dernier, a perdu son match important, un match important contre l'Amfiara. Sachant que l'Africa est premier du classement, elle n'avait pas le droit de perdre ce match-là, en tout cas pas maintenant.
Parce que là, on arrive encore au Money Time et on a remarqué que l'Afrique, malheureusement, lorsqu'on arrive à la fin du championnat, c'est là qu'elle commence à perdre ses matchs. Donc vraiment carton jaune, tout en espérant que ça lui laisse quand même une porte entrouverte pour pouvoir se reprendre, parce qu'il y a quand même un match qui s'annonce très épique contre l'ES Agboville pour la 25e journée du championnat. Oui. J'espère qu'elle pourra faire la différence. Mais sinon, si elle ne fait pas la différence, ça voudrait dire que durant toutes ces années-là, malheureusement, ils n'ont pas effectué un recrutement. Peut-être qu'ils ont pris des joueurs valables, mais ils n'ont pas effectué un recrutement avec des joueurs qui avaient le mental. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une question de mental et non pas forcément une question de qualité. Et on s'aperçoit que les joueurs qui sont bons par ailleurs, mais qui n'ont peut-être pas le mental pour assurer et assumer le statut que peut représenter un club comme l'Africa Sport. C'est vrai que c'est un club historique, ce n'est plus les mêmes joueurs, mais la carapace de l'Africa Sport est quand même toujours aussi importante. Et malheureusement, deux fois, ça a tendance à déteindre, c'est les joueurs. Donc je mets un carton jaune et j'espère que ce carton jaune n'est qu'un avertissement, ce n'est pas définitif et que l'Africa Sport aura l'occasion de pouvoir se rattraper parce que ce serait vraiment, j'ai envie de dire, ça fera plaisir au public ivoirien sportif parce que c'est quand même un club historique de la Côte d'Ivoire et voir l'Africa Sport se traîner comme ça dans les championnats de Ligue 2 qui est un championnat honorable, mais j'estime que l'histoire, le club historique qu'est l'Africa Sport n'a pas sa place là-bas, mais comme il faut que les résultats se font sur le terrain, le terrain pour l'instant dit non. Donc carton jaune en espérant que ce club puisse se reprendre. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons de la semaine. La question LGT de ce soir, Europe. Les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? On en parle maintenant dans l'actu. Du coup, on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous joindre pour répondre à la question LGT. Les attaquants internationaux ivoiriens connaissent des fortunes diverses dans les championnats européens et en MLS. Sont-ils essoufflés en cette fin de saison? Ce sujet préparé par la rédaction plante le décor. On regarde. Voilà, les attaquants internationaux ivoiriens sont-ils essoufflés? Nous avons déjà un appelant, M. Kofi Mathieu. Il nous appelle Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et puis, on vous écoute, M. Kofi Mathieu. Les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? Europe. Je crois que oui, parce que y a beaucoup d'entre eux qui ont commencé la campagne avec beaucoup de force. Ils ont marqué à ses débuts. Il fut un moment où, quand tu regardes sur une chaîne concurrente, on présente les meilleurs Africains. En tout cas, il y avait beaucoup d'Ivoiriens qui étaient dans ce classement-là. Mais actuellement, avec la fin des différents championnats, ils sont un peu fatigués. C'est tout à fait normal parce que même à part eux, quand tu prends tous les grands attaquants aujourd'hui, ils jouent maintenant avec le frein en main. Donc, c'est tout à fait normal. En tout cas, ce n'est pas une faiblesse de leur part, mais le corps humain aussi, par moment, se fatigue. Donc, je crois qu'à la fin des championnats, là, c'est normal qu'ils aient un peu... Et enfin, ils jouent un peu avec le frein en main. Sinon, c'est pas trop alarmant. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Les attaquants internationaux ivoiriens sont-ils essoufflés? Avant de vous écouter, messieurs, s'il vous plaît, voyons les performances en club des principaux attaquants internationaux ivoiriens cette saison. Les performances des attaquants cette saison, on a Sébastien Haller qui a évolué au sein de deux équipes cette saison, le club de Leganés en Espagne et Utrecht en Hollande. Il a joué 23 buts, il était titulaire à 17 reprises, il a eu un temps de jeu de 1431 minutes, il a inscrit 5 buts, une passe décisive et il n'a pris aucun carton jaune et aucun carton rouge. On a les performances d'Evan Guessand qui évolue à l'OGC Nice du côté de la Ligue 1 française. Il a joué 37 matchs pour 31 titularisations. Un temps de jeu estimé à 2765 minutes. Il a inscrit 12 buts, il a effectué 7 passes décisives et il a pris 3 cartons jaunes.
On a Jean-Philippe Crasso, club Paris FC, Ligue 2 française, 28 matchs, dont 25 en tant que titulaire. Temps de jeu 2147 minutes. Il a inscrit 15 buts, 5 passes décisives. Il a 3 cartons jaunes et 1 carton rouge. On a également Bayo Vakoun, club Watford, du côté de la Championship en Angleterre. Il a évolué avec sa formation à 40 reprises, dont 26 titularisations pour un temps de jeu de 2291 minutes. Il a inscrit 10 buts, 0 passes décisives et il a récolté 6 cartons jaunes et 1 carton rouge. On a Oumar Diakité, qui évolue du côté du club de Reims en France en Ligue 1. Il a évolué à 27 reprises sous les couleurs de sa formation pour 21 titularisations. Temps de jeu de 1614 minutes, 4 buts inscrits, 1 passe décisive, 6 cartons rouges, 6 cartons jaunes, excusez-moi, et aucun carton rouge. On a Emmanuel Latte qui a évolué en début de saison du côté de l'Angleterre avec la formation de Middlesbrough en Championship et qui est aux États-Unis maintenant, qui évolue au sein de la formation d'Atlanta United. Il a joué 40 matchs cette saison, 29 titularisations, temps de jeu 2549 minutes, 16 buts marqués, 4 passes décisives, 8 cartons jaunes, aucun carton rouge. On a Mohamed Bamba du club de Lorient du côté de la Ligue 2 française qui a joué 15 matchs dont 8 titularisations. 665 minutes, 2 buts marqués, 5 passes décisives, aucun carton jaune, aucun carton rouge. On a Wilfried Zaha qui évolue à Lyon et qui évolue maintenant du côté de la France et des États-Unis au sein de la France Charlotte FC. Il a participé à 14 rencontres, 8 titularisations, 742 minutes, 2 buts inscrits, 1 passe décisive, 1 carton jaune. On a Simon Adingra, Brighton, en Première Ligue anglaise, 28 matchs, 11 titularisations, 1088 minutes, 5 buts inscrits, 1 passe décisive. Voilà, donc on voyait donc à l'instant les performances au club des principaux attaquants internationaux ivoiriens cette saison. Et la question LGT est donc posée, les attaquants internationaux ivoiriens sont-ils essoufflés? Vous avez le 27, 21, 59, 93, 99. Messieurs, à vos panneaux, soit un oui ou un non, s'il vous plaît. C'est donc un non pour tout le monde, à l'exception de Martial Gourou qui nous dit oui. Martial Gourou, on vous écoute. Oui, je dis oui parce que, vous savez, cette situation n'est pas propre qu'aux attaquants ivoiriens. Elle est propre à tous les footballeurs parce qu'on est en fin de saison et c'est mars, avril et juin. Et c'est la période où la fatigue se fait sentir, où les joueurs sont moins explosifs, moins lucides dans leur prise de décision et moins efficaces devant les buts. Donc, ils sont dans une phase descendante potentielle. Donc, on me posera la question de savoir, mais pourquoi est-ce que certains marquent et d'autres ne marquent pas, surtout les choses, certains attaquants ivoiriens, oui, les plus jeunes, qui peuvent faire des enchaînements. Et puis, en dehors des jeunes, c'est qu'il faut voir chaque joueur à sa condition physique individuelle, avec une meilleure endurance. Certains sont endurants, d'autres pas. Donc, quand on voit tout ça, on est appelé à dire que, oui, il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte. Mais ce n'est pas tous les attaquants ivoiriens qui sont en baisse de forme. Parce que quand on prend un garçon comme Sébastien Haller, il se porte assez bien. Il a été buteur le 20 avril, le 13 avril, le 24 mars, le 9 mars. Il y a Béni Traoré qui a réussi à marquer le 21 avril et à délivrer une passe décisive. Il y a Jean-Philippe Crasso qui, dans l'ensemble, pour moi, c'est vrai que son dernier but remonte, c'était un doublé au 31 mars, lors de la 21e journée. Quand on prend le début de saison en août, septembre, octobre, les joueurs sont généralement frais physiquement. Au milieu des saisons, novembre, décembre, février, de nombreux joueurs atteignent leur pic de forme physique et tactique. Et à la fin de la saison, naturellement, mars, avril et juin, c'est la période d'essoufflement. Et ça, on assiste à cela partout. Quand même, quand on voit des joueurs du Real, aujourd'hui, avec le grand nombre de compétitions, de matchs, mais les joueurs, en fin de saison, jouent difficilement. Donc, c'est pourquoi j'ai répondu oui. D'accord, c'est pourquoi vous avez répondu oui. Marcel Gourou, nous avons un appelant, monsieur Niepré, il nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir à tous et à toutes sur le plateau. Non, on les entend pas bien. bien. Je suis très heureux de vous joindre parce que c'est pas facile. Seulement dire que la question, elle est toute trouvée
Et il faut dire tout simplement que nous n'avons plus de très grands attaquants. C'est vrai, on a des joueurs de qualité, mais qui n'ont pas été des très grands attaquants. Donc, vous comprenez, quand ils ont joué plusieurs matchs dans les jambes, vraiment c'est un peu compliqué. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient essoufflés. On a vu l'équipe je veux parler de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ces joueurs ont été donc propulsés sur la scène. Et c'était donc normal qu'ils se donnent à fond. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a évolué avec ces grands noms dont vous parlez. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la machine a pris un peu de plomb dans l'aile et c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est toujours comme ça. Dans la vie d'un joueur, d'une équipe, il y a des moments comme ça. Et donc, vous comprenez que les joueurs ont pris véritablement... ils sont essoufflés. Je vous l'ai dit. Alors, il faut comprendre cela. On va souhaiter qu'ils se reprennent parce que la Coupe d'Afrique se pointe à l'horizon. On va donc demander à nos joueurs de se remettre au travail, travailler davantage pour qu'ils retrouvent leur forme d'antan et puis nous valoir des lauriers dans leur club d'abord et puis ensuite en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà un peu ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup M. Niépré, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Gagnoa. Merci aussi à vous et salut tout le plateau. Ouais, je vous en prie. Les attaquants internationaux ivoiriens sont-ils essoufflés? C'est un non. Moi j'ai dit non. J'ai dit non. Tout va bien chez nos attaquants. C'est le rythme normal d'une saison. Au football, il n'y a pas d'équipe et de joueurs qui font une saison pleine de 9 mois à 100%. Ça n'existe pas au football. Ça n'a jamais existé au football. Soit vous brillez en début de saison et vous terminez moyennement en fin de saison, soit vous commencez difficilement et vous terminez fort, etc. Soit c'est en milieu de saison. C'est le cycle normal. Vous savez, quand vous prenez par exemple les deux attaquants africains en vue du moment, Mohamed Salah et Guirassy. Mohamed Salah a commencé très fort la saison. Mais là, il a stabilisé un peu. Et puis tout doucement, il est en train de finir sa saison. Si vous prenez le Guinéen Guirassy, il a commencé faiblement. Et là, il est en train de terminer en force la saison. Donc, c'est un cycle normal. Une saison, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il n'y a même pas de problème pour nos attaquants. Moi, j'ai regardé certains parmi eux, en tout cas la plupart. D'abord, ils sont titulaires. Ils sont tous titulaires dans leur club. Et ça, c'est très bien. Si vous êtes titulaire, ça veut dire que vous êtes toujours aussi bon. Deuxièmement, ils sont compétitifs dans leur club. Et ils ne mettent plus assez de buts et le rythme a diminué, mais ils sont toujours aussi compétitifs. Et ça, c'est très bien. Si vous y ajoutez les championnats, les coupes nationales, les voyages et tout le reste, évidemment, on ne peut pas être au top à 100% sur 9 mois. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'on voit là est tout à fait normal. C'est la logique d'un championnat. J'ai fait un petit calcul de mathématicien amateur en allant regarder un peu les chiffres et en les coulant sur les principaux attaquants. Alors, Guessant, Crasso, Kwame, Karim, Bayo, Lat, pour ceux qui jouent pas même blessés. J'ai essayé, ça donne une moyenne environ de 30 matchs et 10 buts. Mais ça, ce sont de très belles statistiques pour un attaquant sur une saison. Donc, à la vérité, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est vrai qu'on aurait tous aimé les voir tout le temps, chaque week-end, en parler, à mettre des buts. Mais une saison, on ne parle pas d'un attaquant tous les week-ends. Le grand Kylian Mbappé, avec l'équipe du Real de Madrid, quand il part au Real de Madrid, il y a une période de flottement. Ça existe au football, etc. Donc, il n'y a pas de péril en lendemain. Tout va extrêmement bien. À mon avis, tout va bien. Une saison, c'est comme ça. Donc, ils sont dans le cycle normal de leur saison. Ils sont dans de très bons clubs. Ils sont titulaires. Ils sont compétitifs. Ils ont la confiance de leurs entraîneurs. Le public les adore. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est juste le cycle normal d'une saison de football. Nous avons un appelant, M. Soumaoro Mali, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Soumaoro. Marie-Pedro Christine, salut. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Soumaoro. On vous écoute. Les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? Oui, ils sont essoufflés. Il ne faut pas se mentir, ils sont essoufflés. Parce que quand on prend Sébastien Haller qu'on connaît, voilà, Sébastien Haller, il a habité, quand il était à la JA, il nous a habité à beaucoup de buts par saison. Maintenant, quand il prend les anciens Ivoiriens même qui sont passés auparavant, maintenant, c'est des 40 buts, ou bien 30 buts par saison, il manquait. Maintenant, pourquoi il y a ce regret qui est là? Donc, moi, je dis que c'est vraiment, les gars ne bossent pas beaucoup. Soit c'est le choix de l'entraîneur qui fait Emmanuel, je ne sais pas.
Parce qu'il doit faire plus que ça. Parce que là, il est beaucoup servi dans son club. Moi, je le suis de temps en temps, il a beaucoup servi. Mais quand tu n'es pas efficace devant le but, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des occasions de but, c'est vrai, mais moi, je pense que si vous n'arrivez pas à contrôler vos occasions de but, ça serait difficile que vous serez appelé à l'équipe nationale. C'est vrai que vous avez des situations de but. Il faut marquer parce que nous, on a besoin de ça. C'est ça que prend pour faire votre publicité. Donc, moi, je dis qu'ils sont beaucoup en difficulté. Et là, ça va jouer sur l'équipe nationale. À part Sébastien, Bayo Vakoum qui est en train de sortir. Bon, là aussi, il a un peu en difficulté là-bas aussi. C'est dernier temps du championnat. Bon, sinon, lui, c'est lui que je voyais. D'accord, M. Soumaro. Donc, moi, je dis que... Qui sont essoufflés. Merci beaucoup, M. Soumaro Mali, qui nous appelait de Boaké. Jean-Philippe, on écoute vos arguments. Pour vous, c'est un non aussi. Oui, pour moi, c'est un non. Comme l'ont si bien dit la plupart des intervenants, le dernier attaquant des classes mondiales que la Côte d'Ivoire a eu, c'est Sébastien Haller. C'était le dernier attaquant à même de nous inscrire plus de 30 buts dans une saison, toutes compétitions confondues. La plupart des joueurs aujourd'hui que compte l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, au niveau de son bastion offensif, sont des joueurs de niveau modeste. Et s'ils sont des joueurs de niveau modeste, ils sont à leur niveau d'évolution actuellement dans leurs différents clubs. Ce ne sont pas des attaquants qui nous ont habitués, qui viennent généralement de l'Europe et de l'Amérique du Sud. On a le Nigeria avec Victor Osimhen, qui est toujours aussi efficace du côté de la Turquie. Roger Stéphane l'a dit. On a Serhou Guirassy avec le Borussia Dortmund, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et on a l'Égypte qui, eux, quand même, c'est le pays qui arrive à nous mettre quand même deux joueurs, Mo Salah et Omar Marmouche. Donc, à part ces garçons sur le continent africain, si on demande de citer un attaquant qui a déjà dépassé là-bas des 30 buts de compétition confondues, je ne pense pas qu'on en trouvera. Donc, c'est dire que ce sont surtout je dirais des athlètes racés qui sont assez rares même, parce que même quand on regarde au niveau de l'Europe, j'essayais comme ça de faire sortir des noms. À part la France et peut-être l'Argentine, il n'y a pas également une très grande nation qui arrive à nous faire sortir deux grands buteurs patentés. Donc c'est difficile de trouver, par rapport aux différentes nationalités, des attaquants, des buteurs qui enchaînent du début jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est propre à la Côte d'Ivoire. Et si c'est propre, pardon, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, excusez-moi, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire que c'est propre à tout le monde. Moi, je ne peux pas estimer que nos garçons sont essoufflés. Ce sont des garçons qui, pour l'instant, sont en train de progresser. Pour la plupart, on a la chance d'avoir une division offensive rajeunie. Donc ces garçons-là, peut-être lorsqu'ils vont atteindre 27, 28 ans, pour la plupart, peut-être vont entrer dans les standards de ces attaquants qui arrivent à enchaîner sur toute une saison. Et en ce moment, on ne parlera plus d'essoufflement. Je pense que contrairement à l'année précédente, ils ont réalisé quand même une bien meilleure saison. L'année précédente, on a eu une année très difficile pour nos offensifs. Et cette année, on a quand même Crasso, on a... Guessant, à l'heure qui revient, on a ces garçons-là qui, à chaque fois, ont inscrit des buts. Et puis surtout, on a certains milieux de terrain, c'est vrai qu'ils n'ont pas été mis dans ce classement, notamment le milieu de terrain de l'AJ Auxerre, le jeune Traoré, qui a inscrit beaucoup de buts, mais qui n'a pas été inscrit dans ce classement. Donc voilà, pour moi, ils sont en train de progresser. L'année prochaine, on espère pour nous qu'ils vont être assez constants tout au long de la saison. Mais pour moi, pour l'instant, ils sont à leur niveau. Donc voilà pourquoi j'ai mis non, ils ne sont pas essoufflés. Très bien. Monsieur Kwaku Lopez nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Kwaku. Oui, bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, il salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Monsieur Kwaku, on vous écoute. Les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? Oui, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux joueurs ivoiriens. Mais dans tous les championnats, vers la fin du championnat, quelques-uns vont s'essouffler. Mais ce n'est pas péjoratif de dire qu'ils sont essoufflés. Parce que peut-être que nous, on a envie de les voir flambants, parce qu'on a besoin d'eux pour les échéances futures, c'est vrai. Donc ça nous inquiète. Mais je ne pense pas que ça soit péjoratif. Je ne pense pas que ça soit un supplément qui les mette à mal. Voilà. Ils sont titulaires dans les clubs. Ils sont titulaires dans les clubs. Et ça, c'est normal quand tu prends le Real de Madrid, même Vinicius aujourd'hui. Bon, c'est monstrueusement comme au début de l'année. Donc c'est comme ça. Donc il ne faudrait pas qu'on s'inquiète par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à marquer. Voilà. Et tout le monde est fatigué. Bon, quand tout le monde est fatigué aussi, bon, vraiment, ça arrive aux attaquants. Ils ont besoin de ballons pour marquer. Si quelqu'un ne leur donne pas le ballon, il faut comment? Voilà, c'est ça aussi. Donc, c'est vraiment pas un problème. C'est le rythme normal de tous les championnats au monde. Donc, ne nous inquiétons pas. Voilà. Ils sont dans les clubs. Je pense que ça, c'est bon à prendre pour la Côte d'Ivoire pour les échéances futures. D'accord, Monsieur Kwaku. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci à vous. Et vraiment, bonne nuit à vous.
Merci beaucoup, M. Kwaku Lopez, voilà, qui nous appelait de Boaké. Europe, les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? C'est la question LGT de ce soir. On attend maintenant les arguments de Noël Boli. Oui, enfin, moi j'ai mis non parce qu'effectivement, là-dessus, je rejoins un petit peu la philosophie, enfin, la pensée, la lignée de pensée de Jean-Philippe. Hein. On parle d'essoufflement lorsqu'on a des attaquants quand même qui tournent autour d'une trentaine de buts, alors que là, on s'aperçoit qu'effectivement, là, ils sont vraiment à leur niveau. Donc pour moi, on ne peut pas parler d'essoufflement. J'ai envie de dire, si on veut parler, je veux dire, allez, la seule personne à qui on peut éventuellement évoquer essoufflement, c'est peut-être Evan Nguessan, parce que bon, c'est vrai que là, il est un petit peu comment dire, en baisse par rapport à ses statistiques. Sinon, tous les autres, ils sont à leur niveau. Ils sont simplement à leur niveau. Mais on ne peut pas dire qu'en même temps, ça soit satisfaisant pour le football ivoirien. Rappelez-vous, on avait échangé sur ce plateau-là en disant est-ce que Sébastien Haller avait toujours sa place en équipe nationale? Et bien là, on s'aperçoit qu'il a toujours sa place, quoi. Parce que les statistiques des autres attaquants ne sont vraiment pas florichons. C'est vraiment pas florichon. Ce serait quand même bien qu'ils progressent. On espère tous qu'ils progressent l'année prochaine. Mais là, quand on voit les statistiques, on ne peut pas se contenter d'avoir un attaquant à 40 matchs et 10 buts. Pour moi, c'est en dessous. Pour moi, c'est en dessous des attentes. Pour moi, si on a envie de s'inscrire dans la lignée des grands attaquants, si on a envie vraiment de s'inscrire dans la lignée des grands attaquants, on doit être au minimum à 15, voire 20 buts. C'est vrai que Crasso répond à cette attente-là, mais Crasso, n'oublions pas, il est en Ligue 2 française. Il n'est pas dans l'élite française. Donc mettons un petit baume à cela. Ils sont pas essoufflés parce qu'encore, je reviens encore là-dessus, parce qu'ils sont à leur niveau tout simplement. Ils sont à leur niveau. C'est vrai que quand on s'aperçoit comme ça des statistiques, c'est très léger, quoi. Moi, j'entends ici et là que c'est le cheminement normal d'une saison. Mais attendez, mais c'est quand même pas des garçons qui jouent des Ligues des Champions, qui jouent des Coupes d'Europe. Ils jouent que les matchs des championnats et puis quelquefois les matchs de sélection ivoirienne. Donc si ça doit vraiment les fatiguer, mais j'ai envie de dire qu'ils changent de métier. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit un peu exigeant. Moi, j'ai envie de voir quand même des attaquants, pas qui flirtent avec les attaquants de renommée, mais quand même qui les titillent un peu. Si on commence à se contenter en disant, oui, bon, comprenez, c'est le passage normal d'une saison, je dis non. Je dis, soyons un peu plus exigeants, parce qu'ils n'ont pas, en dehors du championnat et des coupes nationales, ils n'ont quand même pas des coupes d'Europe. Donc, ils doivent aller chercher quand même un peu plus dans leurs réserves pour sortir des matchs de haute volée. Donc, moi, je ne peux pas me contenter de ça. J'espère qu'il y aura des progrès. Donc, pour moi, ils ne sont pas essoufflés. Et j'espère que tout ça, ce sera bénéfique l'année prochaine. Mais en tout cas, cette année... En fait, ce que moi, je voulais préciser, l'essoufflement ici, ce n'est pas par rapport à la quantité de buts marqués. C'est par rapport au fait que les buts ne viennent plus vers la fin de cette saison. Voilà, sinon, quand on prend un garçon comme Sébastien Haller, il n'a pas un grand nombre de buts, il n'en a que 5. Mais comme il marque vers la fin de la saison, on trouve qu'il n'est pas essoufflé et qu'il se porte bien. Donc, vous savez, il faut aussi voir le style de jeu des attaquants ivoiriens. Les attaquants ivoiriens, pour la plupart, sont des joueurs explosifs et qui sont dépensiers physiquement. Et quand vous êtes explosif et que vous avez un jeu très physique, naturellement, vers la fin de saison, vous allez voir que ça va rejaillir sur vos performances. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Très bien. Nous avons un appelant, M. Kwame. Il nous appelle de Brobo. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir, Madame Christine Begré. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kwame. Je salue tout le plateau. Voilà. Et puis, on vous écoute. Europe, les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? Non, madame, les attaquants ne sont pas essoufflés. Vous voyez, il faut que le milieu, c'est le milieu qui doit servir les attaquants pour qu'ils puissent marquer. Ils sont tous fatigués. Donc, ce n'est pas les nôtres seuls qui sont essoufflés. Regarde le muscle, ceux qui travaillent dans les bureaux. Une semaine de travail, dit, oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. À plus forte raison, quelqu'un qui court des kilomètres en match. Mais on n'a qu'à les encourager. Ils ne sont pas essoufflés. Voilà, comme Roger l'a dit, Mohamed Salah qui a commencé en fanfare actuellement où il est. Il a diminué. Donc vraiment, ayez confiance à nos joueurs. Ils ne sont pas essoufflés. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kwame. C'est nous qui vous remercions. M. Kwame qui appelait donc de Brobo. Alors oui. C'est ce que dit Noël Boli. Mais nos joueurs, ils ne jouent pas en Real Madrid non plus.
Ils ne jouent pas au Barça non plus. Ils n'ont pas les meilleurs coéquipiers du monde non plus. Est-ce que Crasso est entouré comme Mohamed Salah? Est-ce que Nguessan est entouré comme, comment il s'appelle, Guirassy? Non. Nguessan, il joue dans un modeste club qu'on appelle Nice, qui est 5e du championnat de France, qui n'est pas l'une des attaques les plus puissantes du championnat de France. Quand il vous fait, je vois ces chiffres-là, 37 matchs et 12 buts, ce sont avec 9 passes décisives, ce sont de très belles statistiques pour un attaquant qui joue à Nice. Il ne faut même pas en se le cacher. Vous prenez Crasso, qui joue à Paris FC en Ligue 2 française, il fait 28 matchs, 15 buts, 5 passes décisives. Ce sont de très belles statistiques de nos attaquants. Donc, il ne faut pas demander à nos attaquants qui ne jouent pas dans des clubs phares du type Paris Saint-Germain, du type Bayern, du type Barça et Inter de Milan, qui ont un effectif pour, qui ont des coéquipiers pour, qui ont des équipes taillées pour mettre beaucoup de buts. On n'a pas ça, on n'a pas ces joueurs-là. Donc, les statistiques que nos garçons ont sont de très très belles statistiques. Il faut que Noël le comprenne très bien. Pour le reste, alors, si vous prenez les garçons dans leur ensemble, il y a de très belles notes de satisfaction. Il y a de très belles notes de satisfaction. La saison entière d'Nguessan, c'est une formidable saison. La saison entière de Crasso, c'est une formidable saison. Lat, aux États-Unis, il a 40 matchs, il a 16 buts. Il a 16 buts et 2 passes décisives. Dans l'ensemble, ce sont de très belles saisons. Oui, nos garçons dans l'ensemble ont fait de très belles saisons. Seulement, et je m'assois là-dessus, c'est qu'une saison n'est jamais pleine. Elle n'est jamais pleine à 100% pendant 9 matchs. La preuve, on a donné des exemples. À 9 matchs, et à 9 mois, il y a un appelant qui vient d'appeler pour le dire, effectivement, vous avez des attaquants qui jouent. Prenez Jude Bellingham avec le Real de Madrid. Qu'est-ce qu'il a été? Il a été au top tout au long de la saison? Non. Dembélé, c'est à partir de janvier que Dembélé, avec le Paris Saint-Germain, a commencé à mettre des buts. Donc ça, quand je dis c'est le cycle normal d'une saison, ça s'applique aussi bien aux top joueurs qui sont dans les grands clubs et à nos attaquants qui jouent dans des clubs modestes et qui font de très belles statistiques. J'ai bien compris. Oui, Jean-Philippe. Ce que Roger Stéphane dit, rejoint ce que j'ai dit, à peu près ce que Noël a dit. Ces garçons sont dans ces clubs-là parce que c'est leur niveau. Sinon, rien n'empêche le Real de venir les chercher. Tu dis Roberta Guingamp quand Marseille est venu le prendre. En une saison, quand il partait à Marseille, il n'était même pas la tête du projet marseillais. Le premier match, les 2 premiers matchs de Drogba, il évoluait comme ailier droit. C'est Bakayoko Ibrahim et Mido qui étaient les têtes de file du projet. Mais Drogba est venu s'imposer dans l'axe. Au bout d'une saison, il s'est retrouvé à Chelsea. On a vu la carrière qu'il a eu à mener. Rien ne lui a été donné. Drogba a explosé à 27-28 ans. Les garçons dont ils citent les noms aujourd'hui, Crasso, Evan Nguessan, personne n'a 18 ans. Ce sont des garçons qui ont plus de 24-25 ans. À cet âge, ils devraient être dans des top clubs, jouer la Ligue des Champions. S'ils sont à ce niveau aujourd'hui, et s'ils se révèlent dans ces clubs de niveau moyen, c'est parce qu'eux-mêmes, pour l'instant, ils n'ont pas encore atteint la plénitude de leur capacité. Et c'est ce qu'on dit. Voilà, Drogba à Guingamp, qui était un club même, je dirais, d'un niveau plus bas que Nice, 17 buts. Il a marqué 17 buts dans la saison. Alors, on ne peut pas me faire croire que Nice aujourd'hui, Roger Stéphane est bien modeste, c'est l'un des gros budgets du championnat de France. C'est un club qui a énormément de moyens, qui a recruté de très bons joueurs. Donc, Nguessan peut être aussi en capacité d'inscrire, bon, la saison n'est pas encore terminée, peut-être qu'il le fera, mais d'inscrire même 17, 18, 19 buts. Il a 12 buts déjà. C'est ce que je dis. Il a 12 buts. Oui, il peut faire encore mieux. Donc, on ne peut pas dire, non, ils n'ont pas le milieu de terrain du Real, ils n'ont pas le milieu de terrain du Barça. Non, non, non. Vous pouvez être d'un club modeste et puis faire quand même une saison extraordinaire et vous retrouver dans un top club. Moi, je maintiens mes propos. Je dis simplement que ces garçons-là, ce sont leurs standards, parce que pour l'instant, c'est ce niveau-là qu'ils ont au niveau de leurs différents clubs, quitte à eux d'élever leur niveau, pour qu'on puisse les voir dans des top clubs l'année prochaine. Nguessan, moi, je ne suis pas sûr, s'il a vraiment l'ambition de jouer la Ligue des Champions, que si un club l'appelle, il restera encore avec Nice. Il faut qu'il progresse, et pour progresser, il faut aller jouer avec les meilleurs. Très bien. Europe, les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? Nous avons un appelant, M. Diomandé, il nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Voilà, on vous écoute. Europe, les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés, M. Diomandé? Je dis oui. Ils sont vraiment essoufflés. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a le feu à la demeure. Là c'est vraiment inquiétant. Quand vous regardez nos attaquants, surtout ceux qui sont appelés régulièrement en sélection, ils ne participent pas à les compétitions européennes, ni la Ligue des Champions, ni la Ligue Europa concurrence, ni même la Ligue Europa. Et là, cela veut dire qu'ils ont un très très bas niveau. Donc, je suis vraiment inquiétant pour nos attaquants. D'accord, ok, c'est bien noté. On respecte votre avis, M. Diomandé, vous nous appelez de Mans. Merci beaucoup. Oui, Noël Boli.
Non, non, enfin, je veux rejoindre encore ce qu'a dit Jean-Phi. Hein. Décidément, Jean-Phi, il lit en moi. Ah oui, non, mais très bien, il y a de la télépathie sur ce plateau. Ce que je veux dire, c'est vrai que Roger Stéphane l'a dit, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il ne faudra pas non plus qu'on l'incrimine, mais c'est vrai que lorsque un attaquant joue à un club, c'est parce qu'il mérite le niveau de ce club. Et pour aller plus haut, il faut que ses performances soient à la hauteur. Si ses performances ne sont pas à la hauteur, bah, il sera toujours dans les petits clubs. On prend l'exemple de Drogba, comme il avait si bien dit. Drogba, quand il arrive à Guingamp, moi, je me souviens, hein, comme si c'était hier, il y avait un certain joueur qui s'appelait Wagnou Éloi, qui lui venait de Monaco, qui était la tête de gondole du club de Guingamp. Quand Drogba arrive, il n'est pas le projet du club, hein, il est le second couteau, mais par ses buts et par ses performances, il passe devant. Et l'année d'après, il signe à Marseille. Et il marque 17 buts en championnat, en Coupe de France y compris, ça fait 21 buts. Alors que c'est un joueur moyen. Donc il a provoqué le fait d'aller jouer dans un top club, et de là, après, il a signé à Chelsea, et on connaît après tous la carrière de Drogba. Non, moi je pense qu'à un moment donné, il faut viser plus haut. Il faut viser plus haut, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a ou de ce qu'on fait. Il faut aller plus haut, il faut viser plus haut, il faut être exigeant. Mais si on commence encore à baisser le curseur de l'exigence, nous-mêmes, en tant qu'observateurs, journalistes ou chroniqueurs, à un moment donné, ce ne sont pas les joueurs qui vont le faire. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est bien ce qu'ils font, mais ils peuvent faire mieux. D'accord, on va avancer, messieurs. Nous avons un appelant, Monsieur Fofana, il nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Kézé. Monsieur Fofana Média, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, je salue la Grande Team et je salue tout le monde au plateau. Salut. Voilà, on vous écoute. Les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? On peut dire qu'ils ne sont pas essoufflés, comme c'est dit, mais on peut dire aussi qu'ils sont essoufflés. Ah bon, finalement, vous choisissez quoi? On peut dire qu'ils sont un peu étouffés. Parce que, il faut reconnaître que le championnat, le sérieux, là, c'est pas facile. Même chez nous, même ici, là, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Les gars jouent combien de temps le gars joue combien de fois dans la semaine? Et puis, c'est pas un mois ni 2 mois. Ils vont comme ça jusqu'à 3 un match à 3 jours. C'est pas facile. Donc, il est arrivé là à un moment où tu es fatigué. La fatigue, là, ça ne vient pas à un coup, ça vient un peu. Donc, Roger Stéphane a parlé à certaines choses tout à l'heure. C'est vrai. Donc, peut se fatiguer au début du match, au début de la saison, tu peux être performant. Mais arrivé à un moment à l'autre, Mohamed Salah est où il est? Actuellement, là, il est un peu abaissé. À un moment, vous avez envoyé un sujet que Mohamed Salah n'a pas été bien placé pour être le meilleur joueur du monde. Mais actuellement, il est où? On n'attend plus son nom. Depuis qu'ils sont éliminés dans la Coupe Ligue des Champions. Champion, là, merci. Comme champion, depuis qu'ils sont éliminés là-bas, on n'attend plus son nom. D'accord. Donc, vraiment, il ne peut pas dire qu'ils sont équipés. D'accord, monsieur Fofana Média. Voilà. C'est bien noté. C'est bien noté, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, il nous appelait donc de Boaké. Mais bon, Marcel Gourou, vu l'état de forme de ces attaquants ivoiriens en cette fin de saison, est-ce que le sélectionneur Faye, pour le match de juin au Canada, est-ce qu'il devrait appeler de nouveaux joueurs? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas que l'équipe de Côte d'Ivoire soit un champ d'expérimentation. C'est vrai que de temps en temps, il faut appeler des joueurs qui performent. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos joueurs, s'ils n'étaient pas titularisés dans les clubs, ce serait des inquiétudes. Et puis par ailleurs, un joueur, un attaquant, peut ne pas marquer de but, mais jouer un rôle important dans l'animation offensive. Un joueur peut ne pas connaître de réussite, il peut toucher les poteaux, mais en temps, il est quand même de qualité. Donc ce que je vais dire, c'est que Faye n'a pas à s'inquiéter. Ceux qui sont là, ceux qu'il a appelés lors de la fenêtre FIFA du mois de mars dernier, je crois qu'ils sont encore titulaires dans leur club et donc ils seront présents pour la fenêtre FIFA du mois de juin. Jean-Philippe. Bon, je rebondis sur l'effet de pro de mon grand frère pour lui dire qu'un attaquant, il est quand même recruté pour marquer des buts. C'est vrai qu'il peut participer au jeu, mais si à la fin il ne marque pas des buts, c'est problématique. Imaginez en équipe de Côte d'Ivoire, on a des attaquants qui sont tous de très bons passeurs dans leur club, finalement qui poussent le ballon au fond des filets. Gros point d'interrogation. Moi, je remarque qu'on parle quand même de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. J'ai essayé, comme tout à l'heure, de faire un petit jeu, de 2006 à 2015. Sur la même période, c'est-à-dire de manière cumulative, la Côte d'Ivoire avait Didier Drogba, Boni Wilfried, Doumbia Seydou, Bakary Koné, Aruna Koné.
Mais si on avait LGT à cette époque, je pense que chaque lundi, on allait être très souriant ici. C'était des garçons qui, vous terminez des saisons, au minimum avec 25 buts. Et les résultats, ça donnait quoi avec l'équipe de Côte Je d'Ivoire? ne parle pas de ce que ça donne avec l'équipe de Côte d'Ivoire, parce que si on doit le dire, c'est quand même 3 participations d'affilée en phase finale de Coupe du Monde. C'est au moins 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, perdues malheureusement au tir au but. Ce n'est pas de leur fait. Moi, j'ai adoré, on s'est moins ennuyé sur la finale de 2006 que de celle de 2015. Donc, on ne va pas résumer leur parcours à l'équipe nationale au fait qu'ils n'aient pas remporté le trophée quand on sait que tout est conjoncturel. Moi, je ne parle pas du tout du fait qu'ils n'aient pas remporté le trophée avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'intrinsèquement, on ne peut pas les comparer aux attaquants qu'on a aujourd'hui. Il faut le dire clairement. Donc, l'idéal aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut? On a la chance d'avoir une génération qui gagne collectivement. Mais individuellement, il faut que ces garçons aillent chercher ces devanciers-là, ces modèles-là. C'est ce qu'on leur demande de faire. C'est triste quand même. Regardez le dernier carré de la Ligue des Champions. Il n'y a aucun Ivoirien. Il y a des années en arrière, sur le dernier carré, en Côte d'Ivoire, on était tous focus sur cette compétition. Parce que c'est qu'on a un compatriote qui allait se battre pour les demi-finales et autres. Mais depuis même les quarts de finale, quel Ivoirien on a? Voilà, donc aujourd'hui, nous, tout ce qu'on demande à nos attaquants, nos joueurs de devant, c'est de faire en sorte d'aller titiller les Omar Mamouche, d'aller titiller les Mossala qui partent à la retraite, d'aller titiller les Serou Girassi. Est-ce qu'on leur demande? Un garçon comme Gesson, il en a les capacités. Voilà, et comme Noël l'a dit, il faut qu'il fasse preuve de beaucoup plus d'ambition. Là, on est en train d'échanger sur leur performance cette année. Et on s'est dit, oui, c'est normal, c'est une saison, ils sont fatigués, les milieux sont fatigués. Oui, les milieux sont fatigués. Ben, faites comme les autres. En début de saison, comme Roger Stéphane l'a dit, après des janvier, d'Ambélé enchaîner les buts. Donc, choisissez votre période, enchaînez les buts, marquez beaucoup de buts. Et comme ça, bon, on sera encore plus heureux que de vos performances actuelles. Très bien, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Fofana Yaya. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, pareil à vous. On vous écoute. Europe, les attaquants ivoiriens sont-ils essoufflés? Avant d'aborder le sujet, j'aimerais saluer tous les panélistes. Bonsoir. Voilà. Donc, moi, personnellement, je suis mitigé. Je suis mitigé. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, dans un premier temps, quand je prends des jeunes joueurs comme Nguessan, avec la morphologie et puis la qualité technique, tout qu'il a, logiquement, un club comme Nice n'est pas fait pour lui. N'est pas fait pour lui parce qu'il ne doit pas se contenter de ça. Et même un joueur comme Crasso, qui a une qualité technique extraordinaire, mais qui est dans un club comme Paris FC, c'est pas à son niveau. Je soutiens un peu M. Noël et l'autre qui disent que vraiment, il ne doit pas se contenter de ça. Réellement, il ne doit pas se contenter de ça. Avec le talent qu'ils ont, ils doivent travailler plus. Parce que le football, le plus difficile, ce n'est pas d'arriver, hein, c'est de se maintenir et de progresser en niveau. Ils doivent progresser, ils ont la capacité pour, ils ont le physique pour. Il faut qu'ils se mettent au travail pour atteindre les niveaux comme les attaquants comme Serou Girassi et autres. Parce que depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire n'a pas des attaquants de ce trempe-là. Et ça n'honore pas notre pays parce qu'on a un vivier de talent ici. Moi-même qui vous parle, moi je suis un coach dans une académie. D'accord. Je le dis ouvertement, on mérite plus que ça. D'accord, M. Fofana Yaya, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, merci. En fait, ce que je voulais ajouter, ici, on parle du niveau des joueurs. On trouve qu'ils ne jouent pas dans des top clubs, tout et tout, et que par le passé, il y avait des joueurs qui jouaient dans les top clubs. C'est pourquoi j'ai posé la question. Ceux qui ont joué dans les top clubs, qu'est-ce que ça a apporté par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire? On a vu une équipe modeste de la Zambie battre la Côte d'Ivoire qui avait ses vedettes en 2012. Et l'équipe de Côte d'Ivoire qui gagne la CAN dernièrement, ce n'est pas des joueurs qui jouaient dans des top clubs. Mais on a été les meilleurs en Afrique. Donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, on a des joueurs qui se battent dans les clubs. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on en fait des saisons. C'est vrai, ils n'ont pas des statistiques comme par le passé. Mais je crois que, comme Roger l'a dit, c'est quand même des statistiques qui sont assez importantes pour le niveau où ils jouent. Donc, je crois qu'il faut les encourager et à faire mieux, c'est tout. Ça veut dire que la question de... Est-ce que Faye doit... Mais Faye n'a absolument aucune inquiétude à avoir. Pas du tout. Absolument aucune inquiétude à avoir. Okay. Tous ces attaquants sur lesquels il compte jouent en ce moment dans leur club. Ils sont titulaires, ils sont extrêmement compétitifs et ils mettent quelques buts.
c'est déjà suffisant pour venir faire le bonheur des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était également le même visage de nos garçons. Parce que le drame qu'on a, c'est qu'on est tous dans le comparatif avec une génération dorée qu'on a vue. On a envie de voir Sébastien Haller ressembler à Didier Drogba, mais ils n'ont pas le même niveau. Drogba, c'est un génie du football. Drogba était capable d'aller chercher les meilleurs joueurs au monde. On n'en a pas aujourd'hui, mais ce n'est pas pourtant on va cracher sur dans le groupe qu'on a là. Dites-moi, il y a combien de garçons dans le milieu de terrain qui peuvent se comparer à Yaya Touré, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Un maestro en défense. Donc, les générations sont ce qu'elles sont. On a une génération extraordinaire qui nous permettait d'avoir des joueurs énormes chaque week-end. On était assis devant notre terrain, on était fiers, c'était des Ivoiriens. Mais ça, c'était une génération, elle est finie. Celle qu'on a maintenant est une génération moyenne, mais qui est un collectif fort, qui a un bon mental et qui nous a fait gagner la CAN. Si on doit faire des choix, nous, on va choisir celle qui nous a fait gagner la CAN. On est content, elle nous a donné du plaisir. Et tout le monde. Donc, il faut qu'on arrête les comparaisons. Ce que nous voyons avec nos garçons, c'est peut-être ce qu'ils sont capables de faire, mais ils le font bien. Si c'est ce qu'ils sont capables de le faire, ils le font bien. Un garçon qui joue à Nice, qui est 5e du championnat, qui est qualifié pour la Ligue Europa, qui est titulaire Nguessan, mais c'est un bon joueur. Un garçon Crasso, qui est leader, un dauphin de son championnat, ce sont des bons joueurs. Pourquoi forcément on veut que ces garçons-là ressemblent à Mohamed Salah, à Zokora Didier, ou bien à tout le reste? Alors que Salah n'a pas gagné la CAN en Côte d'Ivoire. Terminons surtout le cas avec Noël. On a de très bons joueurs. Et on veut les comparer aux autres. On vous écoute, Noël. Aux anciens. C'est vrai que la question au départ, c'était est-ce qu'ils sont essoufflés? Je veux dire, là, on va dans tous les sens. Voilà. On fait des sorties. On fait des sorties de route. On fait des sorties de route. On dit les choses qui veulent plus rien dire. On ne fait pas des comparaisons, mais on a des. On fait pas des comparaisons, mais on a des. On fait pas des comparaisons, mais on a des référentiels et on a envie d'atteindre ces références-là. On ne fait pas des comparaisons. Maintenant, si avec ce qu'on a, effectivement, on gagne les trophées, on sera tous contents, bien sûr. Mais ça n'empêche qu'on rêve quand même à toujours mieux. On rêve quand même à ce que nos joueurs, de façon individuelle, parce que là, on a parlé de façon individuelle et non pas de façon collective, de façon individuelle, arrivent à atteindre le Saint Graal. Ça, on a quand même le droit, en tant qu'observateur du football, de le demander. Et le demander, si ça devient un luxe, eh ben, on ne demandera plus rien. On va se comparer. Messieurs, s'il vous plaît. Capable d'apprécier la qualité d'un joueur. Moi, je sais pas, s'il vous plaît. On n'a jamais dit. Conservateur doit être capable d'apprécier la qualité d'un joueur. Europe, les attaquants ivoiriens sont. Oui, Stéphane, vous allez poursuivre l'émission. Comment? J'ai dit en tant qu'observateur, il doit avoir la capacité de pouvoir d'apprécier la qualité d'un joueur. Un joueur, quand il est bon, on dit qu'il est bon. Quand vous terminez, vous pouvez conclure. Tous les joueurs ne peuvent pas être les meilleurs au monde. On a une génération magnifique, c'est très bien, mais les garçons qu'on a en ce moment sont de très bons joueurs. Sont essoufflés, puisqu'il manque de jeu. Il y a le cas de Adengra qui ne joue pas dans son club. Et puis il y a Ousmane Diakité. Il y a Oumar Diakité aussi qui banquette depuis un temps. Il y a aussi le cas de Nicolas Pépé, Eric Bailly aussi à Villarreal. Ils n'ont pas le temps de jeu, ils ne sont pas au rendez-vous en fait. On ne les affiche pas comme la main qu'on a affiché le Groubois, les autres, les grands. Parce que je vois aujourd'hui notre petite nous a fait gagner la Coupe nationale de, comment ça s'appelle, Adengra. Bon, on ne le voit pas dans le club. Ça manque beaucoup d'accompagnement. Il y a le climat aussi qui est là. Parce que si on déplace des compétitions dans des mois bien précis, c'est parce que physiquement, ça peut agir sur les joueurs. Et puis aussi, il faut savoir aussi qu'il y a certains clubs, quand ils changent facilement de coach, ça peut agir aussi sur le joueur. Le coach, lui, vient, il n'aime pas le joueur. Même si le joueur est performant, mais il n'aime pas. À l'exemple de Drogba, je me rappelle quand le Special Tour qui était venu de Porto, qui mettait Drogba sur le banc, il aimait Anelka. Aujourd'hui, on voit avec Adengra qui est sur le banc. Pas qu'il n'est pas performant, mais bon, il y a toutes ces choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Merci beaucoup. Stéphane, vous pouvez conclure l'émission, s'il vous plaît. Merci.